Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Acteurs de la science. Fondé par Richard Moreau, professeur honoraire à l'Université de Paris 12. Dirigé par Claude Brzezinski, professeur émérite à l'Université de Lille. La collection Acteurs de la science est consacrée à des études sur les acteurs de l'épopée scientifique moderne, à des inédits et à des réimpressions de mémoires scientifiques anciens, à des textes consacrés en leur temps à de grands savants par leurs pairs, à des évaluations sur les découvertes les plus marquantes et la pratique de la science. Dernière parution. Philippe L'Herminier, La valeur de l'espèce. La biodiversité en question, 2014. Roger Tessou, Freud, le médecin imaginaire. D'un malade imaginé, 2014. Robert Loqueneux, Sur la nature du feu au siècle classique. Réflexions des physiciens et des chimistes, 2014. Roger Tessou, Une histoire de la circulation du sang, Harvey, Riolan et les autres, des hommes de cœur presque tous, 2014. Karl Landsteiner. L'homme des groupes sanguins, édition revue et augmentée, 2013. Jean-Pierre Aymar, Karl Landsteiner. L'homme des groupes sanguins, édition revue et augmentée, 2013. Michel Gaudichon, L'homme quelque part entre deux infinis, 2013. Roger Tessou, Paul Solier contre Sigmund Freud. L'hystérie démaquillée, 2013. Gérard Braganti, Histoire singulière d'un chercheur de campagne. L'invention de l'exploration cardiaque moderne par Louis Délien, vétérinaire, 2013. Jean-Louis, Mémoire d'un enfant de Colbert, 2012. Élie Wolff, Michel-Eugène Chevreul, 1786 à 1889. Un savant doyen des étudiants de France. Des corps gras et de la chandelle à la perception des couleurs, 2012. Roger Tessou, Gabriel Andral, pionnier de l'hématologie. La médecine dans le sang, 2012. Yvon Michel Briand, Aspect de la résistance bactérienne aux antibiotiques, 2012. Roger Tessou, Charcot, Freud et l'hystérie, 2012. Du même auteur. Librairie Félix Alcan. La conscience morbide générale, essai de psychopathologie, un volume in-8. La psychophysiologie de Gall, ses idées directrices, un volume in-16, de la Bibliothèque de philosophie contemporaine. Dédicace à la mémoire d'Alfred Pichon. PREFACE. Charles Blondel, 1876 à 1939, normalien, agrégé de philosophie en 1900, obtint son doctorat en médecine en 1906 avec une thèse sur les automutilateurs puis son doctorat ès-lettres avec une thèse retentissante intitulée La conscience morbide, dans laquelle, définissant l'homme comme un être social greffé sur un être vital, il estimait que le fonctionnement mental était conditionné par le milieu social, la rupture du contact entre l'individu et le groupe expliquant le comportement délirant des malades. Son travail, influencé par Émile Durkheim 1858 à 1917 et Henri Bergson 1859 à 1941, était dédié à Lucien Lévy-Bruhl 1857 à 1939, dont il se détacha sous l'influence de son ami le chirurgien Paul Le Sen 1878 à 1929. Blondel fut nommé professeur de psychologie expérimentale à l'Université de Strasbourg et ses cours furent suivis par les précurseurs de l'école des Annales, Marc Bloch et Lucien Febvre, qui lui emprunteront le concept de mentalité, mais aussi par Emmanuel Lévinas, Maurice Blanchot et Henri Ellenberger. En 1937, il succédera à Georges Dumas à la chaire de psychologie pathologique de la Sorbonne. Il fut un des conférenciers qui participèrent au premier cours universitaire de Davos en 1928, avec de nombreux autres intellectuels français, suisses et allemands. Sa culture protestante s'accordait avec son incrédulité religieuse pour rejeter les apologies raciales et fascistes des impulsivités les plus brutes, les plus bestiales. Tolérant pour les personnes, mais sans indulgence pour le mal, plus soucieux de découvrir les nuances de la vérité que ses oppositions, sans grande illusion sur les hommes mais plein d'espoir dans le progrès humain, Blondel croyait à la noblesse du travail humain poursuivi au travers des siècles par d'innombrables générations solidaires. La psychanalyse est un ouvrage de 250 pages édité par Félix Alcan en 1924. C'est un pamphlet divisé en 2 volets. Dans le premier,
l'auteur qui parle couramment allemand expose la doctrine de Freud avec clarté et précision. Dans le second, il procède à l'exécution en règle de la psychanalyse, contestant son point de départ, l'hystérie, ses prétendues guérisons, sa manipulation des patients, son pansexualisme outrancier et grotesque. Blondel assimile Freud à ces dogmatiques qui infestèrent la médecine dans la lignée de Gall ou de Broussais. Il tenait pour éminemment suspectes les théories freudiennes inspirées par la thèse même, qu'elle prétendait démontrer. Dès sa sortie, l'ouvrage fut bien accueilli et beaucoup de critiques, dont Ignace Meyerson, en vantèrent le style brillant et la pertinence. Blondel fut toujours un virulent critique de la psychanalyse qu'il qualifiait en 1923 d'obscénité scientifique. Il estimait que le plus grand mérite de la doctrine freudienne, c'était d'avoir écarté résolument toute utilisation d'explications physiologiques. On n'entrait pas dans la maison psychanalytique sans laisser au vestiaire bon sens, lucidité, discernement et liberté d'esprit, disait-il. Il brocardait la prétention de Freud affirmant que la psychanalyse était à la psychiatrie, ce que l'histologie était à l'anatomie. Freud se comparait dans Introduction à la psychanalyse, qui contenait une vue globale de sa doctrine, à Darwin et à Copernic. Blondel relevait comme révélatrice du paralogisme freudien cette réflexion trouvée dans Au-delà du principe de plaisir. On peut bien s'abandonner à une idée, la suivre aussi loin qu'elle vous mène, uniquement par curiosité scientifique ou, si on veut, en advocatus diaboli, qui ne se donne pas pour cela lui-même au diable. Le finalisme freudien était tellement manifeste qu'il rendait impossible toute recherche de la cause exacte qui avait déterminé tel effet. C'était l'objectif fixé au préalable qui justifiait les démarches effectuées pour l'atteindre. Pour Blondel, cette approche était comme entachée d'arbitraire fabulation ou même de mystification et de charlatanisme. On mesure le gouffre qui séparait les conceptions des deux hommes quand on lit ces lignes inspirées à Blondel par la disparition de Paul Le Seine. Les vérités du cœur et sa science ne sont ni vérité ni science. L'honneur de l'esprit et le devoir d'un esprit lucide est de se rendre compte et de dire qu'il sait quand il sait et qu'il croit quand il croit. Quand Freud et ses disciples avec leur prétention de réformation globale de la psychologie prétendaient avoir transformé en 30 ans la psychologie normale et pathologique sans compter bien d'autres sciences humaines, ils adoptaient une démarche de métaphysiciens ou de philosophes et non de scientifiques. Ces hypothèses étaient invérifiables. Comme le faisait remarquer Jules Romain, dire que l'angoisse qui nous saisissait parfois à l'âge adulte serait une réminiscence de celle qui nous avait saisis à l'aube de notre vie, quand expulsés de la matrice de notre mère, échappés de justesse à la noyade, nous poussions le cri primordial, encore suspendu au cordon ombilical, couvert de sang et de sébum, inondé de liquide amniotique, c'était du Victor Hugo, du Paul Claudel, mais certainement pas de la psychologie. Et l'auteur des Hommes de bonne volonté d'avouer sa lassitude et son indignation devant cette confusion des genres réitérée. Pour Blondel, les succès thérapeutiques de Freud correspondaient à des névroses qui auraient guéri spontanément avec le temps, tout simplement. La psychanalyse pouvait avoir des effets fâcheux, en exaspérant le désordre mental de certains sujets. De surcroît, les névrosés n'étaient pas tous des homosexuels latents, loin s'en fallait. Le transfert n'était pas l'apanage des névroses du même nom, et l'on voyait bien d'autres névrosés s'attacher amoureusement à leur psychothérapeute. Enfin, certaines névroses dites narcissiques échappaient au transfert. L'interprétation des rêves souffrait du même travers, car rien ne disait que leur contenu n'était pas associé à d'autres événements, à d'autres temps, à d'autres lieux dont le cloisonnement n'était pas nécessairement étanche. Le symbole perdait toute valeur spécifique, et son interprétation était une variable qui dépendait du moment tel que le ressentait le rêveur à l'instant de son interrogatoire. Il devenait interchangeable. Dans The Introduction à la psychanalyse, Freud justifiait son attitude vis-à-vis de la sexualité et de l'usage qu'il faisait de l'obscénité promue scientifique. Blondel ironisait : « Un cochon sommeille au cœur de tout homme mais la psychanalyse par surcroît en a fait un cochon triste. » Si le sein maternel était le premier objet de l'instinct sexuel, qu'adviendrait-il du bébé élevé au biberon ? Et qu'en serait-il du complexe d'Oedipe chez les orphelins ? Et si l'angoisse remontait au traumatisme de l'accouchement, l'enfant né par césarienne en serait-il exempté ? Eh bien, pas du tout, répliquait Freud, car il subirait la réminiscence des affres vécues autrefois par la lignée de ses pères.
Freud étendait le domaine sexuel bien au-delà du génital devenu pour lui une sorte de propriété mystique décelable dans les états de conscience à des caractères qui échappent à notre commune expérience. C'est un principe complémentaire dont certaines tendances seraient primitivement chargées. Pendant la guerre de 14, la libido avait été refoulée à un point jamais atteint sans le moindre cataclysme mental collectif. Il est probable, et c'était l'opinion de Paul Solier, que les troubles de la libido n'étaient pas la cause des névroses mais une manifestation d'une constitution morbide sans laquelle il n'y aurait pas de névrose. Blondel assimilait l'enquête psychanalytique à une inquisition, et la méthode freudienne à un jeu où l'imagination débridée du psychanalyste et du psychanalysé se livrait au déballage de tout ce qui leur passait par la tête. Les révélations obtenues par Freud auprès de ses patients pouvaient avoir des effets délétères, comme cette femme à laquelle il révélait qu'elle méprisait son époux sans le savoir, la belle affaire. Elle ne s'en serait sans doute jamais rendue compte par elle-même. Et rien ne disait que Freud ne lui avait pas suggéré ce sentiment. Blondel exposait l'interminable analyse par Freud d'une amie de sa famille. Et le rêve suscité chez lui par le cas de cette jeune hystérique, traum intitulé l'injection faite à Irma. Ce fut l'épisode fondateur de la Traumdeutung, clé des songes, daté du 25 juillet 1895. Il y était question d'une injection de propylène, prétexte à un rapprochement abracadabrantesque entre cet hydrocarbure éthylénique et les propylées, portiques à colonnes formant l'entrée monumentale des temples ou des citadelles. Blondel, en 1924, soulignait l'obsolescence du diagnostic porté sur cette malade, Babinski ayant démantelé l'édifice de l'hystérie héritée de Charcot peu de temps après cette observation. Quant aux interprétations des associations d'idées oniriques, il n'eut pas de peine à démontrer qu'elles étaient suscitées par le psychanalyste lui-même. C'est proprement de la sorte qu'opère le prestidigitateur. Il met d'abord dans le chapeau ce qu'il doit ensuite en tirer. Les actes manqués étaient illustrés par un vers de Virgile, extrait de l'Énéide, qu'un jeune homme ne parvenait pas à mémoriser correctement, exorere aliquis ex nostris ossibus ultor. Qui que tu sois, puisses-tu naître de nos ossements, ô vengeur. En effet, il omettait systématiquement le aliquis. S'ensuivait une cascade d'associations d'idées créées de toutes pièces par Freud, auquel son interlocuteur avait demandé de lui expliquer les causes de ce lapsus. Blondel faisait remarquer que le lapsus portait sur le pronom indéfini aliquis, qui que tu sois, un mot dont le sens est accessoire, la signification de la phrase reposant sur le verbe exorere, impératif qui serait mieux traduit par lève-toi, montre-toi plutôt que par le fade puisses-tu naître. Visiblement Freud n'avait rien compris au sens profond de cette phrase et l'avait interprétée dans le sens qui l'arrangeait, celui d'un contexte cataménial ridicule à liquis évoquant pour lui le liquide des règles de la fiancée de son interlocuteur. Toute cette alchimie se déroulait d'après Freud dans l'inconscient du jeune homme qui l'interrogeait. Selon Blondel, la démonstration reposait sur des identités de sons approximatives et de reconstruction bancale du mot. Quant à l'histoire du vieil oncle à héritage, citée par Jekyll pour Blondel, c'était du roman. En effet, le lapsus des 12 doigts, au lieu de 10, commis par la nièce cupide et désargentée n'était pas plus révélateur de ses pulsions homicides vis-à-vis de son vieux parent que suggestif de son intention d'acheter une douzaine d'œufs au marché pour faire une omelette. Blondel soulignait le rôle des automatismes, autrement dit, il suggérait l'existence d'un inconscient autorégulé. On pourrait expliquer ainsi l'erreur de Freud lisant dans le journal, à travers l'Europe en tonneau, im face, au lieu de à pieds ou fuss, par une parenté graphique et acoustique. Les mots ont parfois un air de famille comme bro, cro, froc, troc. Pourquoi se livrer à des contorsions ? Pourquoi se perdre dans d'interminables déductions alors que le caractère phonique des mots fait qu'on les rapproche et qu'on les associe en des similitudes de sons ? Pour le poète, c'est chercher la rime, pour Freud, ça ne rime à rien, musique pour l'un, cacophonie pour l'autre. Blondel concluait en soulignant que le paranoïaque n'était en somme qu'un psychanalyste qui a mal tourné. Pour lui, le freudisme était caractérisé par un esprit de système et de généralisation outrageusement ontologique appartenant à l'histoire des idées, pas à celle de la science. Freud avait donné du cuivre et du tambour, ameutant les badauds, nourrissant les discussions académiques, égarant la psychophysiologie dans une physiologie cérébrale de pacotille. On comprend que dans ces conditions Blondel se soit exclamé à propos de l'œuvre du Viennois : « Passé un certain degré de bêtise, les gens cessent de m'intéresser.
La psychanalyse de Blondel mérite d'être relue. Elle reflète la réprobation qu'inspirait la doctrine de Freud à la plupart des neurologues et des psychiatres entre les deux guerres. Cette répugnance inspirait en 1928 ces quelques lignes à Maurice de Fleury. La France est de tous les pays celui qui, à ma connaissance, échappe le plus à l'influence du freudisme. Et j'éprouve ainsi une certaine fierté que le pays de Rabelais, de Montaigne, de Voltaire, de Renan, garde assez de sens critique pour refuser d'admettre sans l'avoir contrôlé, un système dont toutes les déductions, souvent invraisemblables, appartiennent au général, comme les bases elles-mêmes au domaine de l'imagination pure. C'est d'un bout à l'autre le règne de l'idée préconçue qui, quelle que puisse être la réalité objective, doit être tout de même victorieuse en fin de compte. La remise en cause actuelle des conceptions du maître de Vienne rétablit cet ouvrage sur le devant de la scène. Il lui confère l'antériorité et la pertinence d'une mise en garde, dont il faut déplorer qu'elle ne fût pas écoutée en son temps. Son observance aurait atténué les effets délétères de l'hégémonie freudienne, cette idéologie irréaliste nourrie d'extrapolations fantastiques. Ajoutons que la psychanalyse fabriquant des malades comme les religions suscite des croyants, rien d'étonnant à ce que Freud eût ses fidèles et son clergé. Roger Tessou. Avant-propos. D'une manière générale, les conceptions d'un contemporain sont toujours assez délicates à présenter au public. En ce qui touche Freud et sa doctrine, peut-être la tâche est-elle plus particulièrement délicate encore. La psychanalyse est maintenant un monde. Le procédé thérapeutique qu'elle a été dès l'origine et que, bien entendu, elle ne renonce pas à être, s'est développé en méthode d'analyse psychologique, en théorie étiologique des névroses, en système de psychologie et même de philosophie générale. Il n'est pas de science morale, depuis la science des religions jusqu'à l'histoire de l'art, en passant par la linguistique et l'ethnographie, où la psychanalyse n'est son mot à dire, où elle ne croit même avoir à dire le dernier mot. Il faudrait, pour la suivre partout sans s'essouffler, une compétence universelle que je n'ai pas. Si bien des psychanalystes, j'en ai peur, ne la possèdent pas davantage, je n'en suis pas pour cela plus avancé. J'en serais quitte pour me cantonner de préférence dans le domaine qui m'est le moins étranger, celui de la psychologie normale et pathologique, où d'ailleurs, la psychanalyse a trouvé ses premiers points d'appui et conserve ses positions essentielles. Rien n'égale les résistances, les protestations, les critiques, les railleries auxquelles la psychanalyse est en butte depuis les premières publications de Freud, sinon l'influence qu'elle exerce en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Angleterre surtout et aux États-Unis sur un nombre toujours croissant d'adhérents et l'enthousiasme qu'elle suscite en eux. Kraepelin l'a traité de métapsychiatrie, mais Pfister, Oscar, tient Freud pour le Christophe Colomb de l'inconscient, la psychanalyse au service des éducateurs 87, et Freud, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'hésite pas à se comparer à Copernic et à Darwin, introduction à la psychanalyse 296. Le moyen, je vous le demande, de garder sans danger une impartiale sérénité entre ces satires et ces dithyrambes. Comme c'est la première fois, nous dit Freud, idée 158, qu'il sera question dans cet entretien de contenu de la vie sexuelle, je dois vous dire comment j'entends traiter ce sujet. La psychanalyse n'a aucune raison de parler à mots couverts ou de se contenter d'allusions. Elle n'éprouve aucune honte à s'occuper de cet important sujet. Elle trouve correct et convenable d'appeler les choses par leur nom et considère que c'est là le meilleur moyen de se préserver contre des arrière-pensées troublantes. Le fait qu'on se trouve à parler devant un auditoire composé de représentants des deux sexes ne change rien à l'affaire. Il me faudra donc suivre Freud sur ce terrain délicat, et nommer avec lui les choses par leur nom. Autrement je courrais risque d'être taxé d'hypocrisie par les psychanalystes, et de les voir attribuer à ma réserve des motifs qui ne seraient pas tous recommandables. Sans doute, tant qu'il s'agira de la doctrine psychanalytique en général et de ses idées directrices, il me sera possible, j'espère, de ne rien omettre d'essentiel et toutefois, de ne pas passer la mesure. Duclos, rapporte Chatenfort dans ses Caractères et anecdotes, disait un jour à Madame de Rochefort et à Madame de Mirepoix que les courtisanes devenaient bégueules, et ne voulaient plus entendre le moindre conte un peu vif. Elles étaient, disait-il, plus timorées que les femmes honnêtes. Et là-dessus il enfile une histoire fort gaie, puis une autre encore plus forte. Enfin à une troisième qui commençait encore plus vivement, Madame de Rochefort l'arrête et lui dit « Prenez donc garde, Duclos, vous nous croyez aussi par trop honnête femme. Je n'oublierai pas la leçon,
et ne tiendrai pas inutilement mes lecteurs pour trop honnêtes. Force me sera bien cependant, de leur montrer par des exemples d'une précision brutale, quand j'en viendrai aux applications de la psychanalyse, jusqu'où la préoccupation de la sexualité peut entraîner Freud et son école. Ce nous sera une occasion de nous exercer un instant, devant l'obscénité promue scientifique, à faire de l'objectivité de la recherche un voile aux anecdotes les plus court-vêtues avec cette impassibilité méthodique, en laquelle la corruption latine reconnaît méchamment le déguisement subtil de délectation morose. Ce serait, nous le verrons, faire tort à la psychanalyse que de la présenter comme un pansexualisme. Mais ce ne serait pas moins lui faire tort, en fausser l'esprit et l'ensemble, renoncer aussi à des éléments d'appréciation indispensables, que d'en édulcorer l'exposé à l'usage de dauphins pour lesquels la mode n'est plus du reste de prendre tant de précautions. Mon devoir sera au moment voulu, de signaler sans prolixité, mais sans détour les fantaisies singulières, par lesquelles découvrant après le poète le cochon qui sommeille au cœur de tout homme, la psychanalyse par surcroît en a fait un cochon triste. La première partie du présent ouvrage est la reproduction à peu près intégrale d'articles qui ont été publiés au cours de l'année dernière dans la Revue d'histoire et de philosophie religieuse de Strasbourg, et qui ont été ensuite réunis pour constituer le troisième des cahiers édités par cette revue. L'occasion de ces articles avait été la traduction française de l'introduction à la psychanalyse, qui venait alors de paraître. Toutefois, la place faite à cet ouvrage dans l'exposé qui va suivre se justifie heureusement, par d'autres raisons que des raisons de circonstance. Freud lui-même, dans la préface de la 5e édition de la Traumdeutung, 1918, nous présente cette introduction en ce qui concerne les rêves, comme un résumé sans doute de son traité fondamental, mais comme un résumé où il lui est cependant arrivé d'être plus explicite sur quelques points particuliers et où surtout il s'est efforcé de rattacher plus étroitement sa théorie du rêve à sa théorie des névroses. Comme il en est manifestement de même de sa théorie également essentielle des actes manqués, on peut donc dire de l'introduction à la psychanalyse qu'elle nous offre de la doctrine de Freud un exposé à peu près global, un des plus systématiques en tout cas qui nous ait été donné, et qu'en conséquence, ce nous est non seulement un droit, mais presque un devoir de nous référer plus particulièrement à cet ouvrage pour obtenir une vue d'ensemble de la psychanalyse, de ses méthodes et de ses résultats. Observation générale. Les ouvrages de Freud auxquels il est renvoyé dans le prise volume sont les suivants. A. La psychanalyse, série de 5 conférences données aux États-Unis en 1909, traduction française, 1920. B. Introduction à la psychanalyse, reproduction de leçons faites à Vienne en 1915 à 17, traduction française, 1922. J. Janset des Lustprinzip, au-delà du principe du plaisir, 2e édition 1921. M. Ma en psychologie und Psychanalyse, psychologie des foules et analyse du moi, 1921. P. Sur psychopathologie des Alltagslebens, psychopathologie de la vie quotidienne, 7e édition 1920, une traduction française en a paru récemment. T. Die Traumdeutung, l'interprétation des rêves, 7e édition 1922. W. Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, l'esprit de mots et son rattachement à l'inconscient, 1905. Pour plus de rapidité, ces ouvrages seront désormais simplement désignés par la majuscule qui leur correspond ci-dessus. Par exemple, tome 8 devra se lire Die Traumdeutung, page 8. La psychanalyse. Première partie, la doctrine de Freud. Chapitre 1er, les actes manqués. 1. Historiquement, dans la détermination de sa doctrine, Freud est parti de l'étude de l'hystérie pour aboutir, en passant par la considération des autres névroses et la psychologie du rêve, à l'analyse de certains actes de la vie quotidienne que la psychologie n'avait jamais auparavant examinés d'aussi près. Mais mieux vaut peut-être, afin de donner à l'exposé des idées de Freud le maximum de séduction et de force, suivre l'ordre inverse et remonter, comme il le fait d'ailleurs lui-même dans son introduction à la psychanalyse, des actes manqués aux rêves et des rêves aux névroses. En tout cas, c'est ainsi que je vais procéder. Une des idées maîtresses de Freud, et c'est un singulier mérite à un médecin de l'avoir eu, est l'importance dans la vie mentale du facteur psychologique. Sans doute son rêve est de fonder ses conceptions psychanalytiques sur la biologie, B. 404. Mais en attendant que cette biologie soit faite, il est besoin,
Et même quand elle sera faite, il sera toujours besoin, à qui visera à une explication complète, d'interpréter les réalités psychiques en termes psychologiques. C'est-à-dire qu'un acte psychique a sa place dans une série psychique, qu'il y répond à une intention, qu'il y prend un sens. Il n'y a pas d'acte psychique qui soit insignifiant au sens étymologique du mot. Si un acte présumé psychique nous paraît dépourvu de sens, notre devoir est de postuler qu'il en a un et de chercher la méthode propre à découvrir l'intention, la tendance à laquelle il répond. Une telle conception de la vie mentale est naturellement dynamique. Un phénomène psychique est psychique essentiellement par le mouvement mental, dont il est l'aboutissement. Nous ne voulions pas seulement, dit Freud, b. 67, décrire et classer les phénomènes, nous voulons aussi les concevoir comme étant les indices d'un jeu de force s'accomplissant dans l'âme, comme la manifestation de tendances ayant d'un but défini et travaillant soit dans la même direction, soit dans des directions opposées. Nous cherchons à nous former une conception dynamique des phénomènes psychiques. Dans notre conception, les phénomènes perçus doivent s'effacer devant les tendances seulement admises. L'effort de Freud va ainsi être de nous montrer comment en réalité psychologique, les actes manqués, les rêves, les symptômes des névroses ont un sens et par quels moyens la psychanalyse nous met en mesure de découvrir les tendances qui, leur donnant sens et vie, permettent de les comprendre. 2. Il est quantité d'actes continuellement accomplis par nous, dont la curiosité scientifique s'est en général détournée à l'instar de la nôtre. Ce sont actes dits machinaux. Je fredonne en m'habillant et ma petite chanson va, vient, s'arrête et repart semble-t-il à son gré. Cependant que je vous parle, je caresse de la main droite la manche gauche de mon veston, je me frise la moustache, je joins les mains, je pianote sur la table ou je joue avec le coupe-papier, j'accomplis comme vous 1000 petites actions indifférentes. Il suffit qu'elles soient machinales ou réputées telles, pour que vous ni moi ne nous en soucions. À Y regarder de trop près nous passerions pour méfiants, susceptibles ou indiscrets, car il est entendu que ces actes sont sans intention. Il est d'autres actions fréquentes aussi sans doute, mais néanmoins plus rares, qu'il nous arrive souvent de regretter, dont les conséquences sont parfois pour nous pénibles ou gênantes, niais auxquelles en elles-mêmes nous ne prêtons pas attention davantage. Ce sont les actes manqués, c'est-à-dire les lapsus de toute nature, lapsus linguae, lapsus calami, erreur d'audition et de lecture, impair, oubli de projet ou de nom, perte ou détérioration d'objets. Non seulement ce sont pour nous actes sans intention, dont nous n'avons rien à dire sinon que nous ne les avons pas fait exprès, mais qui plus est, ils sont contraires à notre intention ou du moins pour ne rien préjuger, à notre intention consciente, et de prime abord, nous ne nous en connaissons pas d'autres. Pour expliquer actes machinaux et actes manqués, la psychologie s'adresse volontiers à la physiologie, l'une de ces bonnes à tout faire et se contente en général à peu de frais. En les actes machinaux elle voit des phénomènes de dérivation, dépense automatique d'un excès d'énergie nerveuse. Tout au plus, si je tambourine un peu vivement sur la vitre et que d'autre part les circonstances s'y prêtent, accordera-t-elle que c'est là peut-être un signe d'émotion, une manifestation indirecte et contingente de satisfaction ou d'impatience. De même, si nous ratons un acte, c'est tout bonnement que nous sommes indisposés, fatigués, surexcités ou distraits. Notre psychologie, ailleurs si ambitieuse et si prolixe, évidemment tourne ici bien court. Parmi les originalités dont la psychanalyse se targue, l'une des moins contestables est l'intérêt persévérant qu'elle a porté à ces phénomènes discrédités. Et dans leur étude, Freud a révélé deux traits essentiels de son caractère et de sa pensée. Le déterminisme psychologique de Freud est très exigeant. Les explications courantes des actes machinaux et des actes manqués ne lui agréent pas pour bien des raisons, et entre autres, parce que si elles valent pour tous les actes manqués et tous les actes machinaux, elles sont radicalement impuissantes à dire pourquoi c'est tel acte machinal qui a été accompli, tel lapsus qui a été commis plutôt que tel autre. Par là, elles démontrent leur manifeste insuffisance. Car il n'y a pas plus de hasard en psychologie qu'en chimie, et toute explication sera incomplète, tant qu'elle ne spécifiera pas pourquoi nous avons exécuté précisément cet acte ou oublié de préférence ce projet. L'exégèse de Freud est toujours intrépide. Une fois heureusement éprouvée en quelques cas favorables, elle ne s'arrête plus devant aucun, elle trouve à tout leur explication univoque. Ainsi des preuves en apparence s'accumulent, qui d'une évidence toujours moins éclatante par leur accumulation même en viennent à engendrer le doute et l'inquiétude. En matière aussi difficile nous ferions plus aisément confiance,
si l'auteur nous montrait davantage des énigmes encore non résolues et des obstacles non surmontés. 3. Les actes machinaux constituent pour Freud un genre dont les actes manqués sont une espèce. Ce sont tous actes symptomatiques et une sorte de langage. Tous, machinaux ou manqués, signifient quelque chose et la psychanalyse est en mesure de déceler le sens des uns comme des autres. Toutefois, l'étude des actes manqués, c'est pourquoi Freud s'y attache de préférence, est plus riche, plus féconde, plus démonstrative, car l'intention de l'acte, la tendance dont il est l'effet s'y manifeste plus clairement et plus aisément. L'auteur de l'acte manqué juge son lapsus, son erreur, son oubli, son étourderie, sa maladresse du point de vue de son intention consciente. Il voulait dire autre chose que ce qu'il a dit. Il pensait à telle personne dont le nom lui a momentanément échappé, son intention était telle ou telle quand il a manié une dernière fois l'objet maintenant perdu ou brisé. Conçue de la sorte, l'action manquée a quelque chose de négatif, elle se situe en dehors des séries psychiques auxquelles l'intéressé se réfère. Tout ce qu'il en sait est qu'elle est venue les rompre de la manière souvent la plus inattendue pour lui. Mais prenons les actes manqués en eux-mêmes. La plupart ont un sens et expriment quelque chose. Quand nous disons par erreur le contraire de ce que nous voulions dire, nous ne disons pas ce que nous voulions dire, mais ce que nous disons a un sens, qui ne nous étonnerait pas si c'était précisément là ce que nous voulions dire. Considéré du point de vue de notre intention consciente, notre lapsus est incompréhensible. En lui-même et isolé, il a un sens aussi plein, aussi complet que l'idée que nous entendions exprimer. Quand nous oublions le nom d'une personne, nous ne nous comporterions pas autrement si nous voulions affecter de ne pas la connaître, et nous voudrions affecter de ne pas la connaître que nous ferions précisément semblant de ne pas savoir son nom. Oublier un projet, c'est une manière d'en exécuter un autre et nous ne voudrions pas faire ce que nous avons projeté que nous n'agirions pas d'une autre manière. Perdre un objet, l'endommager, c'est en un sens une façon comme une autre de s'en débarrasser. Ce n'est pas sans raison qu'avoir perdu ses compagnons dans la rue équivaut quelquefois à les avoir semés en route. Et parmi les pertes de ce genre, entre celles auxquelles on n'est absolument pour rien et celles auxquelles on a un peu aidé, la continuité est troublante. De ce second point de vue, l'acte manqué a un sens, le sens précisément qu'il aurait s'il était un acte réussi, c'est-à-dire reconnu par l'agent comme répondant à son intention et à sa volonté consciente. Or, interrogez les coupables de telles erreurs. Souvent ils vous révéleront sans effort ni détour avoir eu, au moment de commettre le lapsus dont vous vous inquiétez, conscience d'une intention, autre sans doute que l'intention qui avait obtenu leur agrément et à laquelle ils voulaient donner suite, et c'est précisément cette autre intention qui s'est exprimée dans leur lapsus. D'autres fois ils n'auront de même aucune conscience d'une intention pareille, mais si, fort de votre expérience, vous concluez du sens objectif du lapsus à l'intention à laquelle il a dû répondre, et si vous soumettez votre hypothèse à l'intéressé, il s'étonnera peut-être d'abord plus ou moins, mais en viendra bien souvent à admettre que cette intention en effet à un moment plus ou moins lointain de son passé a été sienne, et que s'il n'en a pas eu conscience, elle n'en a pas moins été vraisemblablement le motif de son erreur. Ce qui est dit ici des lapsus vaut pour tous les actes manqués. La chose, il est vrai, n'est pas toujours aussi évidente ni pour l'observateur ni pour l'observé et le plus souvent pour la tirer au clair il est besoin d'une enquête. C'est que dans l'erreur commise, quelle qu'elle soit, deux intentions toujours interviennent, celle à laquelle a adhéré notre volonté et celle précisément qui se trahit par le lapsus, l'étourderie ou la maladresse. Tout acte manqué est le résultat d'un compromis, d'une interférence entre deux tendances dont l'une est mise en échec par l'autre. Aussi, en nombre de cas, l'acte manqué porte-t-il la marque de la double intention dont il est la conséquence. De ces deux tendances en jeu, l'une est bien connue de l'auteur du lapsus. C'est celle avouée et manifestée par sa personnalité consciente. L'autre, la tendance perturbatrice, se présente à l'observation sous toutes les formes, depuis la pleine conscience, où le sujet est en situation de nous la révéler sur le champ, jusqu'à la pleine inconscience, où tous nos efforts demeurent vains non seulement pour la lui faire retrouver, mais même pour la lui faire reconnaître quand nous avons pris la peine de la retrouver pour lui. L'examen des faits aboutit ainsi à deux constatations capitales. Tout acte manqué est l'effet d'une tendance perturbatrice, qui se manifeste malgré la personne, soit en modifiant l'intention avouée, soit en se confondant avec elle, soit enfin en prenant tout simplement sa place. B. 65.
Mais cette tendance perturbatrice est en tous les cas également perturbée, car même consciente, elle a été repoussée par nous au profit de l'intention à laquelle nous avons consenti. Nous pouvons à la rigueur savoir sa présence, mais nous savons aussi que nous avons décidé de ne pas lui donner jour, et si elle parvient à la lumière, c'est par une surprise dont notre moi n'est pas complice et qui ne change rien à sa volonté fugitivement inefficace de la maintenir à l'arrière-plan. Donc il apparaît que des tendances se pressent à notre conscience, auxquelles notre personnalité ne fait pas indifféremment le même accueil et dont elle élit les unes, tandis qu'elle réprime et refoule les autres. Les tendances perturbatrices peuvent être conscientes. Mais elles peuvent être aussi très souvent, le plus souvent peut-être, plus ou moins et même pleinement inconscientes. Inconscientes, les actes manqués en sont la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.